Et d'abord, vous remercier pour votre invitation et ça me fait vraiment plaisir de participer à cette rencontre des FEAMP, du réseau DLAL FEAMP. Alors oui, maire du Grau-du-Roi, je pense qu'il y a une vraie cohérence, bien entendu, entre ces DAL FEAMP et les maires des littoraux, les élus des littoraux, bien entendu. Et dans ce sens aussi, je vous apporte les salutations du président Jean-François Rapin, sénateur qui préside l'ANEL. Et l'ANEL, toujours dans ses travaux, et ça avait été le cas aux derniers travaux dans la Somme, a participé à différents ateliers justement sur ces engagements des territoires dans ces dispositifs. Et c'est pour cette raison que vraiment je suis heureux de participer à vos travaux. Vous dire aussi que dans le territoire du Grau-du-Roi, territoire Terre de Camargue, nous avons un PETR qui s'appelle le PETR Vidourle-Camargue, qui s'est engagé maintenant sur 3 fonds européens, le FEDER Leader, l'ATIFEDER et le DAL FEAMP. Et c'est dans ce cadre-là, répondant à un appel à manifestation d'intérêt de la région Occitanie, que le PETR s'est engagé sur, sur des axes qui vous parlent, je pense, vous qui êtes des acteurs des littoraux. C'est essentiellement tourné, bien sûr, vers la pêche, évidemment, compte tenu de ce fonds, avec 4 mesures principales: soutien à la commercialisation des produits de la pêche, le soutien à la valorisation et la diversification des métiers de la pêche, l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques locales et la coopération. Et c'est un fonds qui a été doté de 600 000 euros, et à travers le comité local de sélection des projets, on a reçu de nombreux projets. Il y a une liste assez importante des projets financés dans la période 2014-2020, puisque c'est la période qui a été couverte par cette première étape. Et les porteurs de projets ont été assez variés: pêcheurs, aquaculteurs, structures professionnelles de la filière pêche, entreprises privées de la filière pêche, associations, fédérations ou structures publiques. Voilà ce qui a fait l'objet. Et j'ai toute une liste de projets qui ont été financés dans cette période. Il serait peut-être un petit peu long de les citer tous, mais il y a au moins une vingtaine de projets qui sont arrivés à maturité et qui ont pu bénéficier de ce fait de ces aides. Donc, je crois profondément, et les élus des littoraux sont convaincus de l'intérêt de ces animations locales qui rapprochent finalement les acteurs de l'économie, puisque, vous le savez, dans les comités de sélection, les acteurs de l'économie locale sont très présents, ainsi que les élus. Bien sûr, il faut être accompagné par des techniciens, et c'est le travail conduit par, et je les remercie, par les agents du PETR, qui est présidé par Pierre Martinez, qui est président de la communauté de communes de Sommières et maire de Sommières. Et on a là une véritable proximité, on est à l'écoute des acteurs du territoire qui viennent vers nous avec sans doute plus de facilité pour exposer dans une démarche accompagnée, extrêmement rigoureuse évidemment, parce que le comité de sélection passe au peigne fin, bien sûr, les projets qui doivent être conformes et rentrer dans les cadres établis. Mais cette proximité, je pense, facilite les choses et conduit à cette animation, puisqu'il s'agit bien de ça, puisqu'à travers ça, il y a une rencontre, il y a du réseau, et c'est de cette effervescence aussi qui génère ces résultats apportés à la fois sur le montage des dossiers, sur la concrétisation, les fonds, bien sûr, qui viennent avec un effet levier donc qui est quasiment du double. Donc, quand on parle de 600 000 euros, on arrive à 1 200 000 euros, et de voir déboucher des concrétisations avec notamment l'entreprise Côté Fiche au Grau-du-Roi qui s'est développée. C'est un espace, c'est un exemple, la création d'un étal du pêcheur, etc. Voilà toute une série de choses que je pourrais vous expliquer, mais l'après-midi va être assez fourni, et
je m'en arrêterai là de ce descriptif et en tout cas vous dire toute la satisfaction qui est la nôtre et en tout cas vous pouvez compter sur ce lien hein, qui me paraît tout à fait naturel entre les élus du littoral, l'ANEL en l'occurrence, et votre réseau. Voilà pour ces quelques propos et merci encore de m'avoir permis d'être présent auprès de vous. Je ne pourrai pas rester très longtemps malheureusement et je vais rester à l'écoute là, des premières interventions cependant. Merci. De parler un petit peu du DLAL en Europe. Donc, cette carte ici, vous l'avez déjà vue, je crois, la plupart d'entre vous. Sauf que, voilà, on voit un petit vide au niveau du Royaume-Uni, malheureusement. Donc, les autres données restent les mêmes, mais nous avons maintenant un réseau de 348 GALPA. Donc, on a perdu 19 GALPA britanniques avec le Brexit. Et à part ça, voilà, on parle toujours de plus ou moins 2 millions d'euros, un budget de 2 millions d'euros par GALPA. 2 millions d'euros, quand je dis ça, c'est FEAMP plus cofinancement national ou régional. Et 10% du FEAMP, plus ou moins, qui est mis sur le DLAL. Donc là, nous avons les différents États membres qui le mettent en œuvre. Et au niveau des projets approuvés dans les différents États membres, ici, ce sont les chiffres de fin décembre. On attend la semaine prochaine, en fait, on aura des nouveaux chiffres. Mais voilà, on est juste une semaine trop tôt, donc on a quelques mises à jour. Mais les autres, là, on voit par exemple beaucoup de projets en Pologne, presque 2000 projets. En Espagne, pareil, 1600 projets. Et suivi par l'Estonie et l'Irlande, qui avec que 8 GALPA chacun, ils ont 996 et 886 projets dans leur pays. Donc eux, ils ont vraiment pas mal de projets, ils les sortent très vite. En France, où parfois ça prend un peu plus longtemps, comme on a parlé des systèmes de gestion, c'est un peu long. Là, on est à 286 approuvés, c'est-à-dire conventionnés, mais je sais qu'il y a encore 200 dans les tuyaux, donc on va voir quand même près de 600 projets quand les projets qui ont été sélectionnés sont engagés, vraiment conventionnés. Donc, pour les autres États membres, on ne va peut-être pas bouger autant parce qu'il y a beaucoup qui arrivent au bout de leur budget. Donc, Finlande, par exemple, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. La Grèce, il y aura la Grèce qui est encore plus lent que d'autres. Donc là, il y aura beaucoup de projets qui vont arriver et encore en Italie, je crois. Donc, voilà. Ici, je m'étais dit que c'est intéressant de voir en fait le coût moyen des différents projets. Donc, on est à 70 000 € en moyenne d'un projet DLAL. Et là, vous avez la division entre l'aide du GALPA et ce que apporte le bénéficiaire, le promoteur de projet. Donc, ce qui a évolué un petit peu entre 2018 et 2019. Mais en 2018, par exemple, d'un projet de 70 000 €, on était à 40 000 € en aide, donc c'est-à-dire FEAMP plus le cofinancement. Et alors, 30 000 € qui a été mobilisé du secteur privé ou des municipalités, donc du promoteur de projet en gros. Et en 2019, on voit un petit peu moins, une contribution, une intensité d'aide un peu plus importante, donc 45 000 et 26 500 000 € en contribution. Donc, on est entre 40 et 38% de fonds mobilisés, donc c'est pas mal. Ça, c'est en moyenne en Europe. Et par rapport aux différents types de projets, ça, c'est la division que nous avons par catégorie ou par objectif dans le règlement. Donc, ceux qui connaissent le règlement, vous allez vous souvenir qu'il y avait 5 objectifs dans l'article pour le DLAL, en partant de tout ce qui était valeur ajoutée aux produits de la pêche et valeur ajoutée, innovation, etc., au long de la filière de la pêche et de l'aquaculture. Alors là, on est à 29% des projets
qui sont dédiés à cette catégorie. 27% en tout ce qui est diversification, c'est-à-dire diversification d'activités des pêcheurs et de producteurs aquacoles, mais aussi diversification de l'économie en général. Ensuite, 9% des projets qui sont liés à l'environnement. Et en tête, en fait, 34% des projets qui ont été classés sous la promotion du patrimoine maritime, par exemple, et tout ce qui est socioculturel. Là, c'est légèrement exagéré, en fait, parce qu'il y a un État membre qui, en fait, il a quasiment tout mis dans cette case-là, même si, en regardant les projets, il y en a énormément qui, nous, on mettrait plutôt dans d'autres sections filière pêche, par exemple. Mais ils ont un peu mis tout ce qui était DLL. Voilà, ils ont programmé sous patrimoine. Et ce qu'on voit, par contre, c'est que la gouvernance, les projets liés à la gouvernance, c'est assez faible. Donc, juste 1%. Maintenant, ceci dit, il y a beaucoup de projets qui ont plus d'un objectif. Donc, ils visent, par exemple, à la fois de promouvoir la filière et à augmenter la présence des pêcheurs, par exemple, dans la prise de décision. Mais comme on pouvait, il fallait choisir une catégorie, en général, les gens ont opté pour les autres catégories. Donc, ce n'est pas à dire qu'il n'y a qu'1% qui contribue à une meilleure gouvernance de la ressource et de la prise de décision de la filière dans la prise de décision. Ensuite, je voulais, donc, par rapport aux chiffres que nous avons pour le moment, voilà, quelques chiffres sont encore un peu de 2019 parce que les chiffres de l'année dernière, ils viendront dans un mois, plus ou moins. Mais je crois que ce qui est aussi intéressant à signaler, c'est un peu les priorités en ce moment au niveau européen. Et là, pendant qu'on a vu avant les objectifs assez explicites par rapport à la valeur ajoutée, diversification, etc., maintenant, dans le règlement, c'est beaucoup plus, c'est moins prescriptif, c'est beaucoup plus flexible. Mais on peut tout à fait financer le même type d'activité sous le nouveau règlement, le FEAMP. Par contre, à niveau européen, c'est vrai on entend beaucoup en ce moment parler du plan de relance. Évidemment, après le Covid-19, c'est vraiment un peu en tête des discussions. Ça prend beaucoup de place, ce plan de relance. Mais sachant que le pacte vert pour l'Europe, qui était créé il y a déjà, ça avait commencé avant le Covid, ça s'était vraiment mis au cœur de ce relance. Donc, c'est quelque chose que la Commission met vraiment en avance. Et quand on parle du pacte vert pour l'Europe, ça comprend surtout deux stratégies principales qui sont importantes pour les GALPA. La stratégie de la ferme à la table, donc tout ce qui est les activités pour rendre nos systèmes de production alimentaire, la pêche comprise, plus durables, plus simples, plus durables, les circuits courts, etc. Donc ça, c'est très pertinent pour les GALPA. Aussi, la stratégie de biodiversité. Et là, l'Europe a mis des objectifs assez importants. Par exemple, d'avoir 30% des mers européennes couvertes par des aires marines protégées d'ici 2030, dont 10% restreints sans capture, les zones non capture. Beaucoup d'insistance aussi sur la restauration des écosystèmes et aussi d'une réduction de 50% des pesticides d'ici 2050. Donc ça, je crois que ça peut aussi avoir une bonne impact sur la qualité des eaux. Donc voilà. Après, je vais vous parler un tout petit peu. On a regardé un peu vos actions, les actions des différents GALPA en Europe
par rapport à ces deux thématiques. Donc, je vais mentionner ça tout de suite. Donc, juste pour terminer ici, niveau européen, donc le pacte vert, c'est très important. Le renforcement du marché commun, c'est peut-être moins voilà, pertinent pour nous, mais la transition digitale aussi, voilà, c'est vraiment une priorité à niveau européen et qui peut se connecter très bien avec pas mal de projets locaux. Alors, l'objectif final, en gros, c'est une Union européenne plus résiliente, et tout en restant juste et inclusif pour tous. Mais ce mot résilience, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus cette année, et la résilience, c'est quelque chose sur laquelle, à Farnet, on va travailler dans les prochains mois. Donc, par rapport à l'enquête que nous avons menée auprès des GALPA, on a vu, par exemple, que beaucoup des GALPA travaillent déjà sur des projets qui contribuent aux objectifs du pacte vert. Nous, on les a classifiés dans 3 thèmes principaux, on va dire, donc biodiversité et écosystème, production alimentaire durable et économie circulaire et énergie renouvelable. Donc, les projets d'économie circulaire, c'est vrai que ça, c'était, vous voyez dans le graphique là, c'est les projets bleus, c'est là où il y a un peu, enfin, moins de projets pour le moment. C'est encore assez nouveau pour beaucoup des GALPA. En France, vous étiez un peu à l'avance en ce qui concerne l'économie circulaire. Il y avait beaucoup de projets en France dans ce domaine-là. Niveau production alimentaire durable, là, bien sûr, il y a beaucoup de projets qu'on a vus. Malheureusement, l'écriture, c'est en anglais, mais en tête, vous voyez, c'est la réduction des kilomètres alimentaires, hein, les circuits courts, en gros. Donc ça, c'était le type de projet qui a prédominé, tout ce qui était lié à rendre plus courts les circuits alimentaires, hein, donc vente directe, etc. Et quand on met ensemble les différents projets, en fait, on voyait que les projets qui contribuent à la protection ou bien à l'amélioration de la biodiversité et des écosystèmes, c'était la catégorie qui avait le plus grand nombre de projets. Là, nous voyons par exemple des projets d'écosystèmes, de restauration d'écosystèmes, mais sensibilisation surtout, écotourisme aussi, et beaucoup de projets liés à la gestion de la ressource halieutique, liés aux déchets en mer, récupération des déchets en mer, restauration d'écosystèmes, etc. Donc, en moyenne, on voyait qu'il y avait 6 projets par GALPA qui visaient ces objectifs. Environnement 2600 projets, ça c'est une extrapolation à toute la communauté des GALPA, et environ 160 millions d'euros mobilisés pour ces objectifs. Donc, à voir pour l'avenir, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va voir s'intensifier dans l'avenir. C'est vrai que quand on parle au GALPA par rapport à la différence entre leur stratégie actuelle et les stratégies de l'avenir, on voit de plus en plus d'importance qui est donnée à tout ce qui est projet lié à ce pacte vert. Donc, juste pour information, ce rapport-là, le rapport sur le pacte vert, mais aussi une étude de cas sur les actions des GALPA sur la biodiversité, vous pouvez les trouver sur notre site, dans l'onglet Library, la bibliothèque, ainsi que d'autres rapports aussi, par exemple sur les algues, les projets GALPA qui exploitent les algues dans différentes modes, des projets pour la petite pêche côtière et aussi en femmes. Et donc, juste pour terminer, donc quelques petits exemples, 3 petits exemples de projets qui contribuent, je crois, à cette résilience qu'on peut espérer renforcer à niveau local. Je crois que la crise Covid a vraiment
mis en évidence la fragilité de nos économies et notre société en général. Et donc, comme je disais, c'est un sujet qu'on va travailler. Ici, nous avons un projet qui aide à cette résilience en prenant soin de l'environnement. Donc, c'est un projet d'un groupe espagnol, Galpemur, donc de Murcia, qui, en fait, depuis 3 ans maintenant, il a subventionné l'activité d'un pêcheur qui, pendant les mois d'été, quand il y a beaucoup de pêche illégale, boostée un petit peu par le tourisme, alors ce pêcheur, il arrête de pêcher et à la place, il est payé pour apporter une assistance à la surveillance d'une aire marine protégée. Une aire marine protégée qui est très importante et pour le tourisme et pour la pêche chez eux. Il y avait déjà une surveillance payée par la région, donc, mais qui n'était pas très efficace dans le sens où il faisait des contrôles ponctuels. À ce moment-là, les gens qui pêchaient illégalement arrêtaient de pêcher illégalement et reprenaient tout de suite après. Avec ce projet et la présence d'un pêcheur en permanence qui connaît les différents bateaux, qui connaît les zones, voilà, qui a le droit de pêcher où, ils ont vu une grande différence dans les activités illégales, donc une diminution assez radicale du braconnage, on va dire, et une augmentation de capture de ressources. Donc, ça a marché assez bien. En fait, chaque année, c'est un pêcheur différent. Donc, c'est l'association de pêche qui reçoit la subvention du GALPA, c'est payé 100%. Et pendant les 3 mois d'été, ce pêcheur, il travaille en surveillance. Ensuite, un projet portugais qui était déjà monté il y a quelques années et qui a reçu une aide pour renforcer ses activités récemment. Donc, c'est un projet qui a associé plusieurs bateaux, plus de 80 bateaux artisanaux pour proposer un système de panier de poissons local avec des points de collecte, etc. Et pendant la période très difficile du Covid, quand beaucoup d'activités étaient arrêtées, ils ont vu que cette initiative avait été très efficace pour garantir un flux de poissons, que les consommateurs avaient toujours accès aux poissons locaux et que les pêcheurs avaient un marché. Donc, ça a aidé pas mal pendant cette période difficile. Et en dernier, c'est un projet de Danemark d'un type assez différente. Donc ici, c'est la conversion d'une ancienne usine de moteurs, de bateaux, en espace pour promouvoir le patrimoine maritime et l'entrepreneuriat local. Donc ici, c'est sur une petite île où ça devient de plus en plus difficile de maintenir des activités économiques et des services. Et avec ce projet, ils ont converti cette usine pour justement maintenir une vie sur cette île, des activités, un espace de coworking, des ateliers, etc. Et vraiment maintenir cette vie sur une petite île. Donc voilà, juste quelques idées qui pourraient peut-être alimenter vos réflexions pour l'avenir. Nous, les prochaines activités qu'on va faire cette année, d'ailleurs, cette année, ce sera la dernière année de la cellule Farnet actuelle. Donc, il y aura un appel à un moment donné pour un nouveau réseau Farnet. Mais donc, nous, on continue jusqu'à la fin de cette année avec encore 2 séminaires. Donc, un séminaire, c'est le dernier séminaire d'une série de séminaires de bassin. Donc, c'est pour les GALPA Atlantique et de mer du Nord en mai, fin mai, suivi par aussi 2 groupes de travail le 27 et le 28 mai sur différentes thématiques. Et il y aura une guide
publication qui va sortir aussi sur les activités du GALPA, c'est-à-dire l'idée c'est de vous proposer des exemples de comment ils travaillent, les différents GALPA en Europe, comment ils s'organisent pour proposer une bonne animation du territoire, comment ils font pour sélectionner les projets, sachant que la sélection des projets, la préparation des critères de sélection, etc., ça va être le domaine exclusif des GALPA dans la prochaine période. Comment évaluer votre travail, comment assurer que ce que vous faites porte ses fruits. Donc ça va être un guide très pratique, on va dire, donc, qui va sortir après l'été. Et un séminaire final en novembre sur la résilience, donc accompagné d'un guide aussi, donc sur les territoires résilients. Et donc là, on sera à la recherche et on vous encourage à nous contacter si vous avez des projets intéressants que vous voudriez mettre en avance. Là, on va regarder la résilience économique, environnementale, sociale, etc., ainsi que la transition digitale. Donc, si vous avez des projets intéressants à partager, n'hésitez pas à nous contacter.